Le sujet de la production énergétique est rarement le sujet prioritaire dans le choix d'une liste pour les élections. Il y a souvent d'autres sujets qui passent avant, mais c'est un excellent sujet à regarder quand on hésite entre plusieurs listes. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Samuel Furfari. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, c'est la première vidéo qu'on fait pour se préparer à aller se déplacer pour ces élections. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, en France, on a 38 listes candidates. J'ai regardé côté belge, dans chaque collège, vous en avez 6 ou 8. C'est un petit peu gérable, mais nous, c'est carrément ingérable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Vous avez beaucoup d'énergie hein, en France. Effectivement, on a beaucoup de gens qui ont envie de dépenser de l'énergie pour ces élections. En parlant de la situation énergétique, on en est où en Union européenne en ce moment? C'est quoi les grandes tendances? C'est quoi notre vécu par rapport à l'électricité? On va parler d'énergie ce soir, mais on va commencer surtout par l'électricité. D'où vient l'électricité en ce moment en Union européenne? L'Union européenne, dans son ensemble, a un portefeuille énergétique très équilibré parce qu'il y a du nucléaire, de l'hydroélectricité, des éoliennes, du charbon, du gaz. Et donc, c'est vraiment équilibré. C'est ça l'avantage aussi de l'Union européenne, c'est que en mettant des pays différents, Mmh. on obtient quelque chose d'équilibré. Ce qui veut dire que si on parvenait à avoir un bon réseau électrique interconnecté entre tous les pays, ben, s'il devait y avoir une sécheresse pendant plusieurs mois et qu'il n'y aurait pas d'hydroélectricité quelque part dans un pays qui dépend beaucoup d'hydroélectricité, ben, il pourrait importer de l'électricité d'un autre pays, que ce soit du charbon, du nucléaire, et vice-versa. Mmh. Le problème arrive lorsque on commence à regarder singulièrement les pays. Mmh. Et là, on trouve que certains pays sont toujours équilibrés et d'autres totalement déséquilibrés. Prenons l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne qui a arrêté son nucléaire, ben, elle dépend énormément du charbon. Pourquoi? Parce que ces éoliennes qu'ils ont installées massivement, ben, elles ne tournent pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps du vent, et donc ils sont obligés d'utiliser ce qu'ils ont. Et ben, ils espéraient utiliser le gaz, mais maintenant le gaz est beaucoup trop cher et ils n'en ont Mmh. plus autant. Mais c'est le charbon, ou plutôt même le lignite, ce type de charbon qui produit plus de CO2 qui, euh, qui compense. Euh, et donc voilà, il faut faire attention de ne pas penser qu'il y a un système européen, il y en a 27 différents les uns des autres. Oui. La France, c'est une exception. Elle a beaucoup de nucléaire et beaucoup d'hydroélectricité, ce qui lui donne un- un portefeuille énergétique de production d'électricité très bas en carbone. Mmh. Ça marche. Je réagis juste à une phrase que tu as dit. Tu as dit: «Si on améliore, les connexions entre les pays». L'interconnexion. Ouais, moi, j'avais l'impression que c'était déjà le cas. Je pensais qu'on était vraiment en Union européenne, vraiment tous reliés les uns aux autres. Non, pas tout à fait. Et puis, ça dépend de la puissance. Relié, oui. Et ça, depuis 40 ans, 50 ans, Mmh. il y a des interconnexions. Mais ce qu'il faut, ce sont des capacités énormes d'interconnexion. Mmh. Qu'il y ait vraiment un véritable échange d'électricité entre les pays. C'est une question intéressante. En 2001 ou 2002, lors du Conseil européen à Barcelone, lorsque Chirac et Jospin se regardaient en chien de faïence parce qu'ils allaient avoir les élections présidentielles quelques semaines après, euh, il y a eu une grosse décision au Conseil européen en disant, nous allons ouvrir le marché de l'électricité, mais il nous faudra 10% d'interconnexion, de capacité d'interconnexion entre tous les pays. Mmh. C'était en 2002. On n'y est pas du tout, hein. Pas du D'accord. tout. Et donc, c'est un gros problème d'interconnexion. J'insiste, il y a des connexions, mais pas suffisamment que pour dire massivement, par exemple, l'électricité nucléaire va aller en Allemagne. Mmh. C'est pas possible. D'accord. Ce qui m'explique que j'ai lu dans un ou 2 programmes des propositions qui allaient dans ce sens. Oui. Je me rappelle plus des listes. Il y en a 38, j'ai oublié. Pour revenir
pour revenir à l'Union européenne et à l'énergie et l'électricité, quelles sont les grandes résolutions, les grandes décisions qui ont été prises? Est-ce qu'il y en a qui ont été prises dans ce sens pour décider un petit peu de l'avenir de l'électricité, dans l'Union européenne? Alors ici, je voudrais quand même parler d'institutionnel européen. C'est une bonne Mmh. occasion. L'article euh, 194 du traité de Lisbonne dit que chaque pays est libre de choisir ce qu'on appelle le bouquet énergétique. OK. Et chaque pays est libre d'utiliser ses ressources énergétiques. Prenons un exemple. La Pologne possède beaucoup de charbon en Mmh. Silésie. Eh bien, le traité de Lisbonne lui dit, vous avez le droit d'utiliser votre charbon et donc utilisez-le, c'est votre droit. La France a investi beaucoup dans le nucléaire, bien, c'est votre droit, faites-le. Mmh. Mais de manière sournoise, la Commission ou l'Union européenne actuelle, celle qui est en train de partir, ont manipulé cet article. Et ce que je trouve choquant, c'est qu'aucun État membre ne s'est plaint de cela. C'est écrit donc dans le marbre que chacun est libre. Mmh. Puis on est venu, au prétexte du changement climatique, imposer, imposer des énergies renouvelables. Mmh. Et là, je ne comprends pas pourquoi les pays qui... Il y a beaucoup de pays réticents sur les énergies renouvelables, il ne faut pas croire, hein. Mmh. Tous les pays en Europe de l'Est ou bien même dans le sud de l'Europe ne veulent rien savoir des énergies renouvelables. Ça coûte Mmh. trop cher pour eux et donc c'est pas intéressant. Et pourtant, ils ont accepté. Ils ont accepté ce système, cette manipulation contraire au traité de Lisbonne. Quelle est cette manipulation? C'est qu'on oblige les États membres, les 27 États membres, à produire des énergies renouvelables. C'est une obligation. Donc, on contredit l'article 194 du traité de Lisbonne. On dit chacun fait ce qu'il veut. Et pourquoi oblige-t-on les énergies renouvelables? Parce qu'elles n'ont pas de sens économique. S'il y avait un sens économique, si c'était rentable, ben, il n'y aurait pas besoin d'obliger. Mmh. Les entreprises le feraient pour gagner de l'argent. Donc, si on oblige quelqu'un de faire quelque chose, c'est parce qu'il est réticent, il perd de l'argent, et donc faut enlever de la tête des Français l'idée que les énergies renouvelables, c'est bon marché. C'est farfelu de penser des choses pareilles. C'est Ouais. exactement le contraire. La preuve, c'est qu'il y a eu une directive en 2009, une autre qui a été renouvelée en 2018 et renouvelée encore en 2013, toujours pour obliger. Donc, Mmh. si on oblige depuis 2009, ça veut dire que c'est pas rentable. Oui, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, mais le message est clair. Et Mmh. donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça. L'objectif de l'Europe, c'est de dire on va faire le maximum d'énergie renouvelable, comme ça, on n'aura plus besoin du reste. Mais ça, c'est une grosse utopie. Oui, on va y revenir un peu plus tard, mais restons sur ce point, ça m'intéresse. Sur le fait que les pays, d'Europe de l'Est, ou les pays qui ne sont pas forcément favorables, aux énergies alternatives, n'aient pas protesté. Est-ce que ça serait pas dû au fait que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit? Oui, c'est ce que je pensais en disant tout à l'heure, mais je ne pensais pas qu'on allait y arriver. Ben oui, c'est ça. Euh, Madame Ursula von der Leyen tient les gens avec l'argent. Mmh. C'est bon, peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai travaillé 36 ans dans Mmh. ce domaine à la Commission européenne, dans le domaine Oui. de l'énergie. Et je vous assure qu'avant, il n'y avait pas tout cet argent. Mmh. C'est nouveau. L'argent facile, c'est nouveau, c'est ces dernières années. Avant, on donnait de l'argent, mais c'était pour faire un projet de recherche, un projet de démonstration, et puis si ça ne marchait pas, on arrêtait. Aujourd'hui, on distribue de l'argent à des projets qu'on présente comme commerciaux. Et ça, c'est justement le gros problème de l'Europe, c'est que on a augmenté son budget. C'est énorme, l'augmentation du budget annuellement. Et donc, on distribue de l'argent comme on veut. Et comme tu dis, on achète les gens avec de l'argent. Bien Mmh. entendu, on donne de l'argent aux États et ils doivent se taire. Mmh. Je te remer C'est antidémocratique, hein. Oui. Je te remercie d'avoir précisé, tes 36 ans passés à la Commission européenne. Effectivement, c'est vrai que cette année, j'ai pu enregistrer plusieurs, entretiens avec toi et donc,
j'ai l'impression que tous nos auditeurs te connaissent, mais c'est vrai que, dans ce cadre-là, on a peut-être certainement des auditeurs qui te découvrent et qui se disent: «Mais c'est qui ce Samuel qui parle d'énergie?» Et donc oui, effectivement, tu as travaillé pendant 36 ans pour la Commission européenne sur les sujets d'énergie, d'environnement et cetera, mais aussi tu es professeur en géopolitique de l'énergie. Donc les sujets qu'on aborde ce soir, tu les maîtrises, mieux que personne, j'ai l'impression. Bah, je ne sais pas si c'est mieux que personne, mais j'ai acquis une certaine expérience, évidemment. Bon, très bien. Donc revenons, les décisions, les grandes décisions qui ont été prises, c'est notamment on n'en a pas trop entendu parler pendant ces élections, mais la grande décision en matière d'énergie, c'est le Green Deal. Est-ce que tu pourrais nous en parler vite fait de quelles sont les implications de ce pacte, de ce pacte vert qui a été adopté au niveau européen? Oui, donc ça a été le choix raisonné, peut-être pas raisonnable, de Madame Ursula von der Leyen de dire, je vais pendant mon mandat transformer le système énergétique. Et pour cela, on va accélérer ce qui était déjà dans la tête des gens, la transition énergétique, mais on va l'imposer à marche forcée, avec beaucoup d'argent, comme on vient de le dire, en distribuant de l'argent pour que les entrepreneurs, les industries fassent ce que je veux. Et donc, elle a développé toute une série de politiques euh, qui, euh, qui vont depuis l'obligation des énergies renouvelables, l'interdiction des véhicules thermiques, l'obligation des pompes à chaleur, l'obligation de, de revoir l'efficacité énergétique des bâtiments, de taxer les produits qui viennent en dehors de l'Europe parce il faut compenser le surcoût des énergies renouvelables et toute une autre série de dispositions. Par exemple, donner de l'argent aux régions minières pour qu'elles puissent fermer leur charbonnage, parce qu'il faut absolument faire des renouvelables et plus le charbon. Bref, c'est une panoplie de textes législatifs qui veulent imposer par la réglementation des dispositions qui n'ont pas beaucoup de sens. J'oublie peut-être le plus farfelu de tous, c'est l'hydrogène. On veut imposer l'hydrogène avec des quantités vraiment invraisemblables. Et puis, ils se sont aperçus que c'était vraiment exagéré, cette quantité d'hydrogène qu'ils voulaient produire. Et puis, ils ont dit, oui, mais la moitié va venir d'Afrique. Euh, On pourrait en parler pendant des heures sur cette énormité. Et donc, ce qui s'est passé, et aussi avec les agriculteurs, n'est-ce pas, l'obligation de mettre en friche. Pourquoi cette obligation de mettre en friche? Parce que quand on travaille la terre, on libère du CO2. C'est normal. Et donc, ils ont dit, on arrête une partie de l'agriculture, comme ça, il n'y a plus de CO2. Et on pourra mettre des panneaux solaires sur cette partie. Donc voilà, ça a été le credo total avec une marche forcée. C'est tout ça qu'il faut comprendre. On a voulu imposer d'ici de 2030, 55% de réduction des émissions de CO2. Et puis en 2040, 90% de réduction pour arriver en 2050 à 100% de réduction des émissions de CO2. Mais tout ça est vraiment fantaisiste, quoi. Ça n'a ni queue ni tête et ça coûte horriblement cher. C'est ça le problème, c'est que ça coûte Mmh. horriblement cher. Et je dois dire, au grand regret, que pratiquement tous les partis à Strasbourg ont suivi cette idéologie sans beaucoup de réflexion. Mmh. On reverra avec d'autres invités, le volet sur l'agriculture qui m'intéresse au plus haut point et puis on pourra reparler du comment on peut stocker, du carbone, dans les terres en changeant les pratiques, mais pas forcément on n'est pas obligé de passer par la friche, bien au contraire. Mais c'est pas notre sujet de ce soir. Nous, ce soir, on est sur l'électricité, l'énergie. J'aimerais te proposer, je sais que ça va être difficile, mais j'aimerais te proposer un exercice de pensée. Hem, Cet exercice de pensée serait le suivant: quelles seraient les implications d'un programme, alors c'est ce que je te propose là est proposé à nos électeurs, OK? Quelles sont les implications d'un programme qui promeut un objectif de 100 d'ENR d'ici à 2050? Je sais que tu vas me dire que c'est une utopie, mais pour que ça soit plus concret pour les gens, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement qu'on dise qu'en 2050
la seule électricité qu'on utilisera viendra des énergies dites renouvelables. Attention, tu t'es corrigé en disant électricité. Oui, Mais le Green Deal, c'est pas l'électricité, c'est toute l'énergie. on est d'accord. On Donc, va le faire en 2 temps. Je te propose qu'on le fasse en 2 temps. Premier temps, toute l'électricité. l'électricité. Alors, aujourd'hui, les énergies renouvelables modernes, ça représente environ 20% de l'électricité. Euh, mais surtout grâce à quelques pays, grâce à l'Allemagne, à l'Espagne et à l'Italie. Et puis, il y en a d'autres, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne les intéresse pas. Et donc, ces grands pays font monter la moyenne sur l'éolien et le solaire. Et on dit qu'on pourrait arriver à 100%. C'est utopique pour une simple raison, c'est que l'éolien et le solaire sont intermittents et variables. Le vent ne souffle pas tout le temps et le soleil ne brille pas tout le temps. De sorte que, en moyenne, en Europe, dans l'Union européenne, en moyenne sur plusieurs années, les éoliennes produisent environ 23% de leur capacité euh, affichée. Et les panneaux solaires, c'est 11% de leur capacité affichée. Ce qui veut dire que quand vous installez une éolienne, vous êtes obligé d'installer à côté de l'éolienne quelque chose qui va fonctionner pendant 77% du temps. Alors comment voulez-vous arriver à 100% puisque le vent ne fonctionne pas tout le temps? Et pour le solaire, c'est pire, puisque ce n'est que 11%. Ça peut sembler étrange, mais il y a la nuit. La nuit, ça ne produit pas. Hmm. Mais ensuite, ça produit au maximum quand c'est au zénith. À 6 heures du matin, il fait clair, mais ça ne produit pas beaucoup. Et puis, il y a l'hiver, il y a la pluie, il y a la neige, il y a de la poussière sur les panneaux. Bref, 11%. Donc, vous installez des panneaux solaires qui fonctionnent qui produisent pendant 11% de leur capacité. Vous êtes obligé d'installer quelque chose à côté. Donc, ça ne peut pas être 100%. Ensuite, pour construire une éolienne, est-ce que vous allez la construire en mettant une prise dans un panneau solaire qui va fournir l'électricité pour produire tous les matériaux? Une éolienne, c'est d'abord un mât en acier, avec une nacelle, avec à l'intérieur plein de métaux rares, du niobium qui vient de Chine, plus de l'huile, de l'huile de lubrifiant, hein, euh, 500 litres de lubrifiant, euh, plus toutes les pales. Les pales, c'est fait en verre et en plastique. Il faut un socle en béton armé avec du fer et du ciment. Tout ça, c'est pas fait avec des énergies solaires. Et vice-versa, vous reprenez le problème à l'envers avec les panneaux solaires. Les panneaux solaires ne sont pas produits avec de l'électricité éolienne. Donc, tous ces produits qui ne fonctionnent pas tout le temps n'existent que parce qu'on a utilisé des énergies fossiles. Hmm. Alors, comment venir dire qu'on va faire 100%? C'est grotesque, quoi. C'est énorme, hein. C'est énorme comme mensonge, hein. Et encore, Samuel, parce que tu es ingénieur, tu n'es pas allé au bout. C'est-à-dire que tu nous as dit, quand on met en place une énergie euh, renouvelable, on est obligé de mettre à côté une autre. Moi, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe si on base sur 100% uniquement d'énergie renouvelable comme c'est proposé dans ces programmes-là? Mais c'est impossible physiquement, puisque le vent ne tourne pas tout le temps. Il faudra bien quelque chose d'autre. Ou alors on arrête de vivre trois quarts du temps. Ah, ils vont C'est-à-dire me que, dire, oui, mais on va développer le stockage de l'électricité. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, le stockage d'électricité, hein. Vous voyez bien que votre téléphone, ça ne fonctionne pas beaucoup, le stockage d'électricité. Alors, il ne faut pas demander avec des grosses capacités. Non, il faut oublier cette histoire de batterie pour le stockage d'électricité. Vous voyez bien, d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup. Et l'hydrogène, c'est encore pire que cela. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas stocker des grandes quantités d'électricité. Ça coûte beaucoup trop cher. bon, ça marche, merci. Et par rapport à l'énergie, parce qu'on a dit l'électricité, c'est à part, et l'énergie. Euh, Certaines Alors, listes proposent donc une transition rapide aussi vers ces énergies renouvelables, avec une forte réduction de la dépendance aux énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Alors, il faut savoir que
je m'excuse, il faut faire un minimum de technique ici, hein. Le problème énergétique, c'est un problème d'énergie primaire. Ça s'appelle l'énergie primaire. C'est les énergies qui servent à faire fonctionner les centrales, les voitures, etc. Et ça, c'est le pétrole, le charbon, le vent, l'uranium, etc. Ça, ce sont les énergies primaires. Dans le bilan énergétique européen, l'éolien et le solaire, en énergie primaire, je ne parle pas d'électricité, en énergie primaire, ça représente 3%. Éolien et solaire, depuis environ 50 ans de développement et avoir dépensé plus de 1 000 milliards de financement public, on arrive à 3%. Alors, comment voulez-vous arriver à 100%? C'est utopique, totalement utopique, parce on n'est pas parvenu à faire plus que 3%. Supposons qu'on soit des champions et qu'on va faire 10 fois mieux. C'est un rêve, hein. On va arriver à 30%. Donc, il restera 70% Hmm, d'énergie conventionnelle, hmm, même si on fait 10 fois mieux qu'aujourd'hui. On ne le fera pas 10 fois mieux parce qu'il n'y a plus d'argent pour faire ce genre de choses. hmm, Donc, c'est hélas une grosse utopie de tout le système énergétique, à la fois des industriels, parce que grâce à cela, ils obtiennent des subsides, et il n'y a plus de concurrence, parce que c'est finalement ça. Le marché n'existe plus, contrairement à ce qu'on dit toujours. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus. Il n'y a pas de marché de l'électricité, ça n'existe pas. Quand on parle de libéralisation du marché, c'est totalement faux, il n'y en a pas. Et puis, il y a aussi tous les politiciens qui peuvent se présenter comme attentifs à la nature, ne pas dégrader, ne pas utiliser et ne pas faire venir du gaz de Russie ou du charbon d'Afrique du Sud. Et donc, ça donne une très belle image, mais complètement fausse. Tout mhm. ça est faux. Ouais. Alors, est-ce qu'on rentre dedans? Allez, on y va. La libéralisation du marché. Euh, une personne que nous connaissons tous les deux aurait dit c'est du capitalisme de connivence. Est-ce que tu peux nous expliquer cet oxymore de parler de libéralisation du marché de l'énergie? Merci pour cette question parce que ça me hérisse toujours lorsque j'entends parler de cela. La Commission européenne, Dieu sait si je viens de la critiquer, n'a jamais parlé de libéralisation. Ça n'existe pas dans les textes. C'est Jacques Delors qui avait lancé l'idée. Il avait dit, puisque nous allons créer un seul espace économique, l'argent circule, la finance circule, les voitures circulent, l'économie circule, il faut aussi que l'énergie puisse circuler. Et pour cela, il faut enlever les frontières virtuelles pour que l'électricité puisse circuler librement, de manière à ce qu'un Finlandais puisse acheter son électricité en France et un Portugais acheter son électricité en Espagne ou en Belgique. C'est ça la notion du marché de l'électricité. C'est aussi la notion que EDF peut aller construire une centrale électrique en Grèce. Ça n'a rien à voir avec la libéralisation. La notion fondamentale est une ouverture du marché, c'est créer un seul marché. On parlait tout à l'heure d'interconnexion. C'est pour ça qu'il y a les interconnexions, pour que l'électricité puisse circuler librement dans toute l'Europe. Et puis euh, est arrivée l'obligation de produire des énergies renouvelables en 2009, mais les énergies renouvelables, elles n'ont aucun sens économique. Et donc, dans ce marché naissant, on est venu obligé de produire quelque chose qui n'est pas économique. Et donc, non seulement ce n'était pas une libéralisation, mais ensuite, on a cassé le marché. Il n'y a pas de marché. Parce que non seulement on a imposé les énergies renouvelables, mais du fait qu'on impose des énergies renouvelables, les autres se disent, oui, mais si moi je vais investir dans une centrale conventionnelle, par exemple nucléaire, et Ouais. qu'ensuite on m'oblige
d'acheter de l'électricité renouvelable parce qu'elle est financée par les autres, que vais-je faire avec ma centrale nucléaire? Et donc, on a introduit un autre système de garantie de prix pour les centrales nucléaires. Mhm. Conclusion, il n'y a plus de marché. C'est tout à fait farfelu de parler de marché de l'électricité. Ça n'existe tout simplement pas. Oui. Ce sont des marchés contrôlés par les États. Mhm. Vous voyez bien en France hein, que c'est l'État qui décide du prix de l'énergie, ce n'est pas les marchés. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne parle plus de fournisseurs d'énergie, mais de fournisseurs de factures d'énergie. Alors, justement, tu as parlé un petit peu du nucléaire. De façon surprenante, pas mal des listes qui, promeuvent, excusez-moi, les énergies, renouvelables, souhaitent en même temps la diminution du nucléaire. Qu'est-ce que ça impliquerait? La haine du nucléaire est antérieure à la peur du changement climatique, Mmh. d'environ 25 ans. Oui. Et donc, le fonds de commerce du mouvement écologiste, c'est la détestation du nucléaire. Et si un jour on découvre que le changement climatique n'est pas aussi grave qu'on le dit, ils resteront toujours anti-nucléaires parce que c'est leur fonds de commerce, et même si le nucléaire ne produit pas de CO2. Mmh. Donc, il y a dans le chef des écologistes, leur DNA, c'est être anti-nucléaire. Et comme en Allemagne, le parti écologiste a été puissant, d'autant plus que les Allemands sont en quelque sorte des pacifistes, on le voit bien avec leur attitude en Ukraine actuellement, hein, ils sont très réticents, euh, ils ont dit non, on va arrêter le nucléaire. Et Madame Merkel, qui est une physico-chimiste, docteur en physico-chimie, donc elle connaît la réalité des choses, s'est battue contre les écologistes pour défendre le nucléaire, jusqu'au jour où elle a dû abandonner. Elle a dit, bon, ben, je comprends, c'est utile de se battre, on va abandonner le nucléaire. Mmh. Ce qui donnait d'office un avantage énorme à la France, parce que la France est fort nucléarisée, avec des centrales amorties. Oui. Et donc un prix de l'électricité très bas par rapport au prix de l'électricité en Allemagne, qui est à la fois élevé à cause des énergies renouvelables et de la fermeture des centrales nucléaires et de l'utilisation du charbon. Et naïvement, M. Hollande a suivi les Allemands. Ben, peut-être pas naïvement, c'était pour pouvoir former un gouvernement avec les écologistes. Hypocritement, M. Macron a fait la même chose. Et il a fallu qu'il y ait la guerre en Ukraine pour que tout le monde se rende compte que l'avenir de l'électricité, c'est le nucléaire. Et donc, M. Mmh. Macron a fait volte-face. Mais ce n'est pas encore gagné à Bruxelles, parce que pendant 20 ans, la doctrine européenne était opposition au nucléaire. Mmh. C'est paradoxal, parce que l'Union européenne est obligée d'appliquer un traité qui s'appelle Euratom de promotion du nucléaire. Mais comme l'Allemagne commande à Bruxelles, la Commission a mis de côté le nucléaire. C'est en train de changer finalement. Très bien. Justement, dans ce sens, d'autres listes proposent de garder le nucléaire, mais de taxer les États qui exploitent les centrales à charbon, dans le but d'encourager une transition vers des sources d'énergie plus propres. Oui, ça, c'est ne pas connaître les traités, hein. Le traité, on parlait tout à l'heure de l'article 194. Le point numéro 3 du traité dit que pour ce qui concerne les mesures fiscales dans le domaine de l'énergie, il faut l'unanimité. C'est-à-dire que c'est niet d'office. Donc, on ne peut pas parler de taxes sur l'énergie. C'est les gens qui n'ont jamais lu un traité qui peuvent dire des bêtises pareilles. Ça n'existe pas. On ne va pas taxer un pays. C'est pas possible. Je m'excuse, la réponse est Non, non, mais simple. non, C'est non, du plus, quoi. c'est juste que Ils ne connaissent rien, mais ils parlent. c'est juste que plus on avance, dans ces explications que tu nous donnes, plus je me rends compte que, il va pas nous rester beaucoup de listes qui ont un positionnement cohérent sur l'énergie et sur l'électricité. C'est juste un simple constat. Oui, et je crois qu'il n'y en a aucune.
Bon, j'ai regardé le débat d'il y a des semaines avec tous les chefs de liste, les premiers de liste. Ben, personne n'a eu une bonne analyse de la situation énergétique. C'était du B à de l'énergie, du simplisme total. Bon, je comprends que c'est difficile peut-être à 22 heures de parler de choses compliquées, comme on est en train de le faire pour un grand public, mais on aurait quand même pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus sérieux de la part de tous les partis. Hmm. Ça s'est résumé en disant oui au nucléaire ou non au nucléaire. Personne n'a osé dire non au renouvelable, d'ailleurs. Je ne sais pas si Hmm. vous avez remarqué ça. On ne peut pas dire non au renouvelable. Il faut que d'office, le renouvelable, c'est bien. C'est pas vrai. Hmm. Le renouvelable, c'est pas d'office bien. Oui, effectivement, là, tu nous parles des listes qui ont le droit d'être citées à la télé. Pour avoir regardé celles qui n'ont pas le droit à leur temps d'antenne, effectivement, le oui au renouvelable fait partie de quelque chose qui est globalement admis par tout le monde. Ah Et oui. Qui oserait dire du mal de renouvelable? Voilà. La population a été brainwash, comme on dit en anglais, je m'excuse, là, je ne viens le hmm, mot pas en français. Voilà, on a endoctriné tout le monde sur le renouvelable. très bien. Sortons du lavage de cerveau. Et d'autres propositions encore. Certains souhaitent la mise en place d'encouragement des projets locaux de production d'énergie renouvelable, comme des coopératives d'énergie et les installations de production d'énergie communautaire. Ça me fait penser, pour ceux qui suivent notre chaîne toute l'année, à la fois où nous avons parlé de pourquoi parle-t-on de centrales nucléaires. Donc, Alors, que c'est de penser de nouveau, ces projets communautaires? Si c'est c'est de petit, si c'est nouveau local, c'est mieux. ne pas connaître, parler sans connaître, sans rien connaître, quoi. C'est déjà prévu dans les textes. Tout ça est prévu dans la directive sur l'obligation de production de renouvelables. Donc, il n'y a rien de nouveau. Évidemment, les gens parlent d'énergie sans connaître, sans étudier. Et donc, voilà, tout ça, c'est prévu et ça existe. Euh, mais c'est pas parce qu'on le fait de manière communautaire que ça devient rentable, hein. Hmm. Ça change rien au problème. Qu'on le fasse dans une communauté d'énergie, le vent ne va pas souffler plus et le soleil ne va pas brûler plus, hein. Ça ne changera rien. Oui, et puis surtout, comme on l'a déjà dit, tout est interconnecté dans le domaine de l'électricité. Moi, mon fournisseur de factures, il me promet que mon énergie, elle est verte. Je n'ai pas forcément demandé, mais c'est le cas. Mais je sais que l'électricité que j'utilise, elle vient de la centrale qui est à côté. Elle vient pas des panneaux photovoltaïques qui sont à l'autre bout de la France. Bien entendu, physiquement du moins. Mais c'est vrai que normalement, il y a une certification de la production d'électricité. Et voilà, ces gens-là reçoivent des subsides pour vendre un peu plus d'électricité dite verte. Mais voilà, c'est ça le paradoxe, quoi. Si on voulait, la première électricité verte, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à produire de l'électricité historiquement, ce sont les chutes d'eau. Oui. Voilà, c'est Edison, quand il a fait sa première illumination à New York, c'était avec une chute d'eau. Ça, c'est historiquement, et c'est rentable. Ce qui n'est pas rentable, c'est de penser qu'à force de multiplier des éoliennes, on va y arriver. Ça, c'est farfelu. Hmm. Alors, il y a un sujet qui est connexe au sujet que l'on a depuis le début, à l'électricité, l'énergie, c'est celui des voitures électriques. Peux-tu nous décrire un petit peu la situation à ce sujet en Union européenne, notamment avec la décision qui a été prise de la fin des moteurs thermiques en 2035? Est-ce que ce projet est crédible? Alors, je vais revenir un peu en arrière parce que tout à l'heure, quand je vous ai parlé des 3%, euh, je, n- je n'ai pas tout dit et ça m'a échappé. L'électricité en Europe représente un cinquième de notre consommation d'énergie. Les 4/5 restants, c'est les transports et le chauffage. Chauffage, y compris chauffage industriel, hein, les fours, etc. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est surtout pour produire de l'électricité. Mais l'électricité, c'est un cinquième de la demande d'énergie. Donc, on se leurre en disant qu'on va tout faire avec l'électricité parce que jusqu'à présent,
les voitures automobiles fonctionnent enfin, le système de transport, pas les automobiles, le système de transport dépend à 92% du pétrole. Hmm. 92%. Les métros, les trams, les voitures électriques et les trottinettes, ben, ça représente le reste, avec un peu de voitures au gaz aussi. Ce qui veut dire que si vous voulez arriver à avoir tout le système électrique, ben, il va falloir des quantités gigantesques pour remplacer toute cette consommation d'énergie de produits pétroliers, pas de pétrole, Hmm. produits pétroliers. Et en plus, on nous dit que ça doit être avec de l'énergie renouvelable. Mais donc, on retourne au problème d'avant, quoi. On est à 3%, il faudrait tout faire avec des énergies renouvelables. Donc, c'est matériellement impossible. Deuxièmement, c'est se mettre dans la gueule des Chinois, puisque tout ce qui concerne les voitures électriques dépend des Chinois, que ce soit les batteries ou même les moteurs, etc. Tout vient de Chine et on est envahi actuellement de voitures chinoises et on va détruire notre système automobile, de fabrication d'automobiles. Le troisième élément, c'est que on peut charger sa voiture lorsque on habite dans un pavillon, mais lorsque vous êtes en ville, comment allez-vous charger votre voiture? On ne peut pas mettre des bornes partout, c'est physiquement impossible et ça serait très compliqué. Et donc, ça n'a pas de sens d'ici 2035. Et non seulement ça n'a pas de sens, mais tout ça coûte très cher parce que les voitures électriques coûtent cher. En plus, il y a beaucoup d'autres inconvénients. Les assurances vont être plus chères parce qu'elles prennent feu. Les pneus s'usent beaucoup plus vite. On ne peut pas installer de voitures dans tous les parkings parce que ça risque de flamber. Bref, l'argument de l'autonomie, je ne l'utilise pas beaucoup. Parce que si on veut une voiture pour faire des longs parcours, c'est pas une pause restaurant ou trois pauses restaurant qui vont pénaliser les gens qui veulent le faire. Ils ont de l'argent, ils peuvent faire Paris-Nice en s'arrêtant trois fois dans un restaurant. Donc ça, c'est pas un problème pendant que la voiture charge. Euh, et donc, beaucoup de personnes qui ont une voiture en ville pourraient être électriques. Donc, l'argument de l'autonomie, moi, je n'y crois pas. Mais tous les autres arguments sont très préoccupants. Raison pour laquelle, dans la directive qui a imposé le bannissement des voitures thermiques en 2035, il y a une clause de révision. Les parlementaires ont introduit une clause de révision et je crois que cette clause de révision va être rapidement utilisée parce que l'enthousiasme pour le pacte vert euh, a disparu. Les gens se rendent compte de l'arnaque. Et donc, le nouveau Parlement va revoir tout cela, et y compris l'obligation de ne plus vendre des voitures thermiques en 2035. Ça, Hmm. ça ne peut pas tenir. Hmm. D'autant plus que c'est un problème qui ne va rien résoudre. Parce que le problème, l'Europe n'est plus le nombril du monde. Ça, c'est difficile à admettre, hein. Les autres pays sont en forte croissance. J'assistais dernièrement à une réunion sur le corridor moyen. On parle toujours de la route de la soie, mais il y a aussi le corridor moyen. C'est un corridor qui essaie de rejoindre la partie est de l'Europe à la partie ouest de l'Asie, à travers l'Asie centrale, hein. Et tous ces pays sont dans un bouillonnement économique extraordinaire, Mhm. avec des investissements gigantesques dans les infrastructures, aéroports, routes, installations centrales, production de pétrole, production de gaz. Tous ces pays sont en plein développement et ils vont continuer à utiliser les énergies fossiles. Et donc, nous, on est en train de se faire harakiri pour notre économie en tuant le secteur de l'automobile pour quelque chose qui servira à rien du point de vue global, parce que les autres sont en train de se développer, sans parler du développement de l'Afrique. Parce Hmm. que, bien entendu, l'Afrique ne supporte plus, excusez-moi, la France, hein, et pas seulement la France et les autres. Et donc, vous voyez bien comme l'Afrique a dit lors de la COP 28, nous allons faire ce qu'on veut.
ne venez plus nous embêter avec votre changement climatique. Et donc, ils vont développer à fond les énergies fossiles. Tous ces pays d'Europe ou d'Afrique de l'Ouest vont devenir des gros producteurs de pétrole et de gaz. Mhm. Et donc, nous, on est en train de se limiter de manière extraordinaire sur notre mobilité avec les véhicules électriques, quand les autres vont continuer à développer à fond euh, leurs véhicules thermiques et les Mhm. camions, etc. Oui. Et puis, si on revient à une indication que tu nous as donnée tout à l'heure, qui est que les Allemands sont ceux qui décident à Bruxelles et qu'on voit l'industrie automobile allemande qui fait marche arrière sur l'électrique, effectivement, je ne savais pas qu'il y avait une clause de révision dans cette loi, mais il faut s'attendre dans les mois qui viennent à ce qu'elle puisse être utilisée. Je ne sais pas, je suis italien, hein, et donc je suis un peu la politique italienne quand même. Et Madame Meloni, la présidente du Conseil, le dit carrément. Nous devons revoir le pacte vert. Mm. On ne peut pas continuer avec cet instrument de destruction. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'aucun parti français n'ose le dire. Mm. Il n'y a personne qui le dit de manière claire. Il me semble que personne ne le dit de manière claire. En tout cas, je ne Certains, l'ai jamais entendu. certains le disent clairement qu'il faut relancer le nucléaire, mais ce n'est pas suffisant. Le pacte vert, d'ailleurs, le pacte vert ne parlait pas de nucléaire, hein, c'était quand même extraordinaire. Le pacte vert ignorait le nucléaire. Donc, dire on va remettre le nucléaire, ben, ça n'a rien à voir avec le pacte vert. Le pacte vert, c'était la destruction de l'agriculture et forcer, à marche forcée, la décroissance économique de l'Union européenne. Mm. On aura à reparler de ce pacte vert slash Green Deal parce que j'ai deux autres entretiens prévus, l'un avec Coralie Diebol sur l'impact sur les entreprises, puisqu'elle travaille dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, et puis bien sûr avec nos amis agriculteurs, on aura aussi à reparler des conséquences pour eux et puis des choix à faire pour la politique agricole commune. Je Samuel, peux oui, ajouter quelque chose parce que je crois que c'est important pour ne pas qu'il y ait de malentendus. oui. Ce qu'on vient de dire, ça n'a rien à voir avec la protection de l'environnement, hein. Mm, La protection de l'environnement est une politique forte de l'Union européenne qui protège l'atmosphère, l'eau, le bien-être des animaux, etc. Ce sont des politiques en place. Et donc, le pacte vert n'a rien à voir avec ça. Le mm, pacte vert, ça ne concerne pas l'environnement. Le pacte vert, ça concerne la décroissance. Arrêter d'utiliser de l'énergie pour arrêter la croissance et limiter le- les agriculteurs à travers la limitation aussi du cheptel des agriculteurs. Vous mm, savez que le gouvernement néerlandais euh, avait imposé aux fermiers, aux agriculteurs hollandais de tuer la moitié de leur cheptel. mm, C'est pour ça qu'il y a eu une poussée de l'extrême droite aux Pays-Bas et même en Irlande. Parce qu'il fallait tuer le cheptel parce que le cheptel détruit l'environnement et produit des gaz à effet de serre. Où mm, va-t-on? mm. Alors Samuel, ce que j'aimerais te proposer pour terminer, c'est pas prévu, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. En fait, ça fait, je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute, mais depuis le début, on a dit plein de choses plutôt négatives de cette Commission européenne, de cette Union européenne, et je ne peux pas imaginer que on réduise 36 ans de travail à la Commission européenne que par des choses négatives. Alors j'aimerais qu'on puisse finir cet entretien par allez, trois choses, on va dire trois choses que grâce à la Commission européenne, grâce à cette union que nous avons entre les pays, nous avons réussi à avancer sur des dossiers qui ont vraiment changé dans le bon sens la vie des membres de cette union. Merci pour cette question. Parce que sinon, les gens pourraient se dire, mais comment ça se fait que ce monsieur critique autant la commission? J'ai été heureux de travailler à la commission et dans mon dernier livre, Énergie, mensonges d'État, la première partie, c'est justement de mettre en valeur tout ce que l'Union européenne a fait. La première chose que l'Union européenne a faite, c'est d'apporter la paix et la prospérité. C'était ça l'objectif de l'Europe. Reconstruire entre des belligérants un espace de paix et de prospérité. Pour avoir la paix, il faut être à son aise.
non pas être riche, mais bien vivre. C'est ça la prospérité. Le but n'est pas de devenir riche ou de gaspiller de l'argent, mais d'avoir une bonne qualité de vie. Parce que quand on a une bonne qualité de vie, on a plus facile d'accepter l'autre. Et donc, c'était ça l'objet de l'Union européenne, apporter la paix et la prospérité. Et on y est parvenu. La deuxième chose, c'était d'assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Et là aussi, coup de chapeau, on y est parvenu. Pendant 65, presque 70 ans, nous avons assuré la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Il faut savoir que l'Europe n'a pas gagné au loto de la géologie. On n'a pas beaucoup de ressources propres. Il reste un peu de charbon en Pologne, enfin, en Allemagne, beaucoup de charbon, il en reste. Mais du pétrole et du gaz, on n'en a pas beaucoup. Les chutes d'eau sont déjà exploitées. Donc, il fallait gérer notre dépendance énergétique. Et gérer cette dépendance énergétique, c'est fait avec la géopolitique. Assurer que du gaz arrive de partout, du pétrole arrive de partout. Et ça, c'est l'Europe qui l'a fait. Donc, grand coup de chapeau à l'Europe pour cela. Et puis, la troisième chose, c'est la mobilité. On ne se rend pas compte, mais moi, quand j'étais enfant, quand on traversait une frontière, ben, il y avait des queues et les douaniers contrôlaient tout. On devait tout vérifier. Euh, Jacques Delors a fait sauter tout cela. Et on a un seul espace. Ça n'a l'air de rien, mais aujourd'hui, vous voyagez comme vous voulez en Europe. Il y a des inconvénients, mais ça, c'est autre chose à cause des migrants ou des terroristes. Mais cette liberté de mouvement qu'on a créée et aussi de mouvement des entrepreneurs qui permettent à des petites et moyennes entreprises d'exporter n'importe où dans l'Europe et donc d'augmenter le marché. Parce que si vous êtes dans un petit territoire, ben, vos clients, ils sont vite saturés. Tandis que vous avez un grand territoire, ben, vous avez un plus grand marché qui vous permet d'offrir plus de marchandises. La prospérité que nous avons, ben, elle vient de là, de cette volonté de travailler ensemble, de cette sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire que sans énergie, on ne peut rien faire. Et donc, on a fait le nécessaire pour avoir de l'énergie et ensuite créer ce marché extraordinaire avec une monnaie unique, quoi. Vous vous rendez compte de pouvoir circuler dans toute l'Europe avec une monnaie unique. Donc, je suis un passionné de l'Europe. Je ne demande qu'une chose, hein. Je ne demande qu'une chose, c'est d'abandonner le pacte vert et de revenir à ce qu'on était avant. Hmm, Il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Ce qu'on faisait avant, c'était très bien. Il faut revenir à ça, tout simplement, et arrêter de vendre de l'utopie. hmm. Alors, je vais abuser et te garder 2 minutes de plus et te demander, donc là, tu as parlé au niveau global sur l'Union européenne, et moi, j'aimerais t'entendre sur le côté protection de l'environnement, pollution, etc. Cite-moi 3 choses qui ont été améliorées grâce à l'Union européenne. Dans les années 80, j'ai travaillé sur l'abattement des fumées de centrales électriques. Quand on brûlait du charbon ou du fioul ou du gaz même, on brûlait ça n'importe comment. Et on s'est rendu compte qu'il fallait gérer tout cela. Et on a développé une directive, c'est ce qui s'appelait les grandes installations de combustion. On a introduit des normes pour que ces centrales ne crachent plus. Et en même temps, on a développé des technologies qui permettaient justement pour que les centrales ne crachent plus. C'était un binôme législatif et technologique. Aujourd'hui, les centrales sont propres. Les gens ne veulent pas le comprendre, ils ne veulent pas entendre ça, mais c'est une réalité. Les centrales électriques sont propres. Elles ne polluent plus. Il est 19 Et heures. donc, on est parvenu, grâce à ces binômes législation et technologie, d'abattre fortement les polluants de tout type. De même sur les particules fines. Avant, une voiture diesel devait polluer. Il y avait un panache noir. Tout ça, c'est fini grâce au binôme technologie, législation. Donc, l'Europe a bien fait de mettre des législations pour éviter la pollution et en même temps développer des technologies. On travaille main dans la main avec l'industrie pour pouvoir euh, comment, pousser vers une protection de l'environnement. Un autre exemple, c'est le recyclage du plastique.
Il y a une législation qui oblige le recyclage du plastique, mais en même temps, on a développé des technologies de recyclage de plastique. Donc, on a fait énormément. Il faut enlever de la tête des gens que nous sommes dans un monde pollué. Ça, c'est, ça, c'est une grosse manipulation. Il suffit de lire les rapports de l'Agence européenne de l'environnement qui est basée à Copenhague pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. On n'est pas dans un monde pollué. Le monde pollué, c'est dans les pays pauvres. Nous, on a fait le nécessaire. L'Europe a fait le nécessaire. Et donc, oui, coup de chapeau à l'Europe pour tout ce qu'on a fait pour la protection de l'environnement. Eh bien, merci beaucoup Samuel pour ces notes positives pour terminer. Euh, Vous, chers auditeurs, je ne sais pas si ça vous aura aidé à choisir une liste pour les élections européennes. Si vous ne le savez pas, dans la description, vous pourrez retrouver un lien qui vous enverra sur une page dans laquelle on a trié et on a réparti les listes candidates entre celles qui sont fédéralistes, celles qui sont satisfaites de l'Union européenne, ceux qui souhaitent la réformer sans pour autant la quitter, ceux qui souhaitent la quitter, ceux qui sont révolutionnaires, qui sont dans un totalement autre projet, et puis à la fin, les listes qui sont là pour défendre une cause et pas forcément un projet global. Tout ça pour vous permettre de vous y retrouver un petit peu et peut-être de savoir quel bulletin vous allez glisser dans l'urne dans 10 jours. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Encore merci Samuel, et puis à bientôt avec mes autres intervenants. Voir et votez bien. Et votez.